C'est un peu la fête pour le moment dans ce studio et ailleurs aussi, en dehors de ce studio, puisque vous le savez, nos chroniqueurs sont régulièrement aussi à l'extérieur de ce studio via Skype. C'est le cas par exemple, regardez, de Marc qui nous a rejoint pour ce premier numéro spécial. C'est le cas également de Sébastien pour ce numéro de Noël qui a trouvé l'accoutrement qui va bien. Et puis de temps en temps, on a également des intervenants ici en studio. Patrick par exemple, vous l'avez reconnu, vous qui nous suivez depuis longtemps, qui vous suivez ce podcast depuis longtemps, c'est Monsieur Domotique. C'est lui qui avait commis la série sur les hors-séries plutôt concernant la domotique et quelques numéros aussi en passant comme ça. Mais il nous a rejoint pour parler de l'année passée, de ce qui s'est passé durant cette année 2015. Le restant de l'équipe arrivera un petit peu plus tard, donc ne vous inquiétez pas, tout le monde aura son temps de parole. En tout cas, on va essayer, on va faire le maximum pour. La rétro 2015, il s'est passé plein de choses durant cette année. Je vais peut-être commencer justement par Patrick pour parler domotique, pourquoi pas. Pour toi, c'était un peu l'année domotique justement, Patrick. Oui, non, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que la domotique était vraiment quelque chose qui était très très spécialisé il y a encore quelques années. Ouais. Et on voit vraiment que la domotique part maintenant vers tout ce qui est IoT. Donc avant, on parlait vraiment de choses qui sont propriétaires, de Nico, de Schneider, de Legrand, vraiment de choses qui sont vraiment super chères en fait en termes d'installation. Et ce qu'on voit, c'est que vraiment ces grosses sociétés sont fait totalement doubler par des startups ou bien des sociétés qui viennent d'autres secteurs. On peut parler de startups genre Netatmo, Nest, Fibaro, mais aussi des fabricants informatiques. Donc on voyait des Chacon avec DIO, des Belkin avec des Wimo, etc. Donc c'est pas que c'est nouveau, c'est vraiment pas nouveau vu que je pense que ma première prise Belkin, je l'ai achetée il y a 2-3 ans facilement. Mais c'est juste que maintenant on en trouve partout. Oui, c'est ça. Vous êtes dans n'importe quel magasin, il y a moyen de trouver du Chacon, on en trouvait aussi dans les bricols, les magasins de bricolage, etc. Les petites télécommandes de prise, par exemple, qui étaient très populaires et qui le sont d'ailleurs toujours. Hein, on en trouve encore énormément. Des petits accessoires comme ça, sans que les gens s'en rendent vraiment compte, c'était déjà de la domotique en fait. Tout à fait. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que tout ça est sur des apps. Donc maintenant, il y a des apps. Voilà, on peut les contrôler sur les apps et ça touche vraiment beaucoup plus de monde qu'avant en fait. Ouais. D'ailleurs, ça a touché également Sébastien. Hein. Ça m'a beaucoup touché, surtout les prises. Hein. Surtout les prises. On se rappelle que cette année, par exemple, dans une démonstration d'une prise intelligente, enfin dite intelligente, elle a coupé le courant pendant l'enregistrement, puisque elle avait été programmée justement pour limiter la consommation ou voilà, c'était. Apparemment, enregistrer un podcast, ça consomme beaucoup d'énergie. Exactement, effectivement. Donc c'est un peu l'année 2015, c'est un peu l'année domotique. C'est vrai que c'était l'occasion aussi d'en parler nous dans notre podcast et on en parlera certainement encore en 2016. On va pas encore parler de 2016 ici, ce sera l'objet du numéro de la semaine prochaine où on verra un petit peu quelles sont les perspectives pour l'année prochaine. Je te repasserai la parole dans un instant. Évidemment. Domotique, évidemment. Effectivement. Je te redonnerai la parole dans un instant, Patrick, mais on passera peut-être par Sébastien également. Dans la rétro 2015, toi, tu pointes Facebook qui se réinvente pour un meilleur futur. C'est une blague. Non, c'est pas une blague, je voulais faire un mea culpa. D'accord. Parce que en 2014 et en 2013, je pense surtout en 2014, Marc et moi, on a fait pas mal de sujets où on se disait bon bah voilà, les gens sont en train de quitter Facebook, Facebook est en train de mourir, c'est la fin du monde, Marc peut rentrer chez lui, faire des enfants et c'est tout. Alors il a fait des enfants, ça c'est fait. Un en tout cas, hein, ma connaissance. Enfin, un reconnu. Par contre, je trouve que cette année, ils ont quand même repris un bon virage, ils ont quand même réussi à récupérer pas mal de monde, ils ont réussi à balancer des trucs avec de la vidéo, ils ont réussi à améliorer de loin leurs applications, donc ils ont quand même réussi Messenger, à faire entre autres, hein, oui. Pardon ? Messenger, entre autres, qui s'est bien amélioré. Ils ont réussi un virage complet avec Messenger, ils ont réussi à embarquer du business dans Messenger, ce qui était quand même pas évident à la base, et maintenant tu peux avoir des dialogues avec des entreprises. Alors certes, Messenger, c'est en entreprise, c'est encore réservé au marché américain, mais c'est des trucs qui arrivent sur d'autres marchés après. Oui. Donc je trouve qu'ils ont quand même réussi à reprendre complètement le marché en ciblant plus de business, en réussissant à garder les gens plus longtemps sur le réseau, parce que c'est ça qui les intéresse. C'est l'objectif, hein, oui, clairement. Ouais, et aussi bien par un meilleur flux d'informations, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même énormément amélioré ça, et les années précédentes,
bon, bah, ça commençait à devenir un peu cucu. Il y a des moments où on a eu je ne sais combien d'invitations de jeux cette année-ci. J'ai pas eu l'impression m'être fait emmerder avec plein d'applications, plein d'invitations. Donc tout ça s'est calmé. Maintenant, c'est vrai que j'utilise Facebook comme j'aurais utilisé à l'époque Google News qui m'avait filé mes news. Plein de gens ont vu des news, les ont partagées. Donc ça commence, c'est vrai, effectivement, hein, à se réinventer, quoi. Et peu de faux pas, on peut pas vraiment dire qu'il y a eu des faux pas d'ailleurs cette année-ci, l'année 2015, il y en a eu peut-être plus dans le passé, etc. Pas beaucoup de pannes non plus, hein, ça reste un outil stable. Des pannes, ils en ont eu un peu plus cette année quand même que précédemment. Ils en ont quand même eu quelques-unes, et dans les faux pas, il y a eu quelques problèmes juridiques par-ci par-là, mais je trouve que comparé à d'autres entreprises, ils ont pas mal géré encore leur truc. Ils ont eu des problèmes en Belgique, mais ça fait pas ils en ont pas fait un énorme tollé et un bras de fer comme Google l'a fait il y a quelques années avec la presse ou avec autre chose. C'est clair qu'ils se laissent pas faire. Mais c'est une entreprise commerciale, donc là, on peut pas leur jeter la pierre. Ok, d'accord. Pour moi, voilà, c'est mea culpa. On a dit qu'ils allaient crever et bon, ils ont vraiment bien fait ça. D'accord. On continue ce premier tour de table avec Marc. De ton côté, Marc, dans cette rétro 2015, toi, tu pointes déjà l'émergence des tablettes Pro. J'imagine que tu penses par exemple à la Surface que tu avais eu l'occasion de tester cette année. Ouais, c'est exact, mais il n'y a pas que ça. Et ce qui est assez amusant, c'est que cette tendance, en fait, elle se confirme malgré une autre tendance qui est celle de la diminution de la vente des tablettes. Et on parle quand même pour 2015 d'une baisse de 8% du chiffre total de vente des tablettes. Alors pour l'instant, donc il y a Microsoft qui se positionne un peu en leader avec la Surface Pro 3 et la Surface Pro 4, que beaucoup d'analystes aujourd'hui s'accordent à décrire comme la tablette professionnelle parfaite, qui est suivie du côté Android avec ce que Samsung avait initié il y a à peu près un an avec les Galaxy Tab Pro, d'abord la 10, puis la 12, puis la Note 12 effectivement, qui a été aussi le concept qui a été repris un peu plus tard par Lenovo, par Toshiba, etc. Et plus récemment par Apple qui a sorti l'iPad Pro. Et donc au-delà de ces effets marketing et des annonces produits purs, tous ces produits représentent en fait pour les marques une volonté d'ancrer encore plus leur présence en entreprise et de sécuriser en fait une source de revenus qui est beaucoup plus juteuse à long terme que le grand public. Et pour ça, en fait, on va avoir en 2016 une bataille, clairement, entre 3 OS. D'un côté, iOS, puis Android, puis Windows 10. Alors aujourd'hui, pour l'instant, de manière un peu étonnante, la tablette d'Apple, surtout en sa déclinaison iPad Air, iPad Air 2, fait office de leader. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au niveau applicatif B2B, elle a énormément d'atouts, elle a surtout énormément de choix. On pense notamment à IBM qui vient d'annoncer d'avoir dépassé le cap des 100 applications installées et développées pour la plateforme d'Apple et dans des secteurs aussi divers que la santé, les assurances, la chimie, l'administration, etc. Ouais. Et en plus, un gros coup de pouce, ça a été aussi le portage et la mise à disposition gratuite de Office Microsoft sur iPad. Ouais. Google de son côté, il avance l'initiative Android for Work qui commence à montrer ses fruits, qui a toujours l'avantage du coût, mais pour l'instant, voilà, les fruits ne sont pas encore totalement mûrs, il faudra un peu de maturation. Et puis derrière, il y a Microsoft avec Windows 10 qui commence vraiment à avoir un écosystème totalement homogène qui peut rapidement reprendre la place du trio parce qu'il peut également compter sur une rétrocompatibilité avec énormément d'applications existantes et surtout pour les nouvelles applications et à peu de frais pour les anciennes, la possibilité pour les développeurs de pouvoir déployer des applications sur beaucoup de supports à la fois, tablettes, PC, smartphones, etc., vu que tout repose sur une base commune. Et donc, Microsoft est en train de reprendre un peu la main dans le jeu, tout simplement parce qu'ils ont réussi de manière assez spectaculaire à proposer des produits et un écosystème qui va à la fois répondre à des besoins de niche et à des processus spécifiques et à toute une foule d'usages génériques. Et donc là, franchement, oui, c'est une belle tendance qui va probablement se confirmer en 2016. Et on y reviendra probablement dans le numéro de la semaine prochaine, puisque là, il sera question des perspectives 2016, justement, et là, on jouera un petit peu les apprentis sorciers et on sortira la boule de cristal, mais ça fait partie, effectivement, des tendances de cette année 2015 qui se poursuivent, évidemment, dans le temps. Merci, Marc. On revient vers toi dans un instant, mais avant cela, retour ici en studio avec Patrick. Alors, toi, une des tendances de cette année 2015, c'est le Movement Maker. Oui, tout à fait, en fait. J'ai l'impression, j'ai trouvé vraiment que cette année-ci, c'était vraiment le développement de tout ce qui était maker. Donc, de plus en plus de personnes ont accès justement à des Fab Labs où ils peuvent avoir des imprimantes 3D, des découpeuses laser. Et au niveau du soft aussi, au niveau des Arduino, des Raspberry Pi.
ça permet justement de faire très très rapidement du prototypage. Ouais. Et donc voilà, ça n'a jamais été aussi facile de pouvoir faire du hardware, du prototypage. On le voit tous les jours sur Internet, hein, il suffit de se pencher un tout petit peu sur les sites un petit peu spécialisés, et encore, ils sont de plus en plus large public, on va dire, à jouer avec de l'Arduino, à jouer avec ces petits outils relativement simples. On a parlé, nous aussi, ici, d'outils relativement simples, également accessibles même aux enfants. Et donc, c'est bien... Là, la tendance de cette année passée, parce que c'est vrai qu'en 2014, on n'en parlait pas tellement. Enfin, ça existait, mais c'était quand même un truc geek. Mais voilà, c'était assez geek. Ouais. Maintenant, voilà, quand tu vas sur Kickstarter, quand tu vois le nombre de projets qui sont hardware, c'est vraiment impressionnant. Donc, c'est vraiment que n'importe qui peut commencer à faire son prototype. C'est sûr. Je tiens à préciser quand même que c'est un point de vue de chez nous, c'est-à-dire France, Belgique, etc. Je pense qu'aux États-Unis, évidemment, si on nous écoute de l'autre côté, ils vont nous dire, mais chez nous, c'est déjà, enfin, ça fait un moment qu'on chipote avec ces trucs-là. Il y a un petit décalage dans le temps quand même d'un continent à l'autre. Il y a un petit décalage dans le temps, mais je pense que c'est plutôt des mentalités. Donc c'est vraiment le monde entrepreneuriat, je pense, qui est différent. Donc c'est beaucoup plus évolutif au niveau beaucoup plus actif au niveau des US plutôt par rapport à l'Europe. Et ça va certainement aussi se poursuivre, comme on le disait, donc sur les années qui viennent. Sébastien, toi aussi, tu chipotes beaucoup avec ce genre d'outils. Tu tripotes Arduino peut-être moins, toi. Il chipote et il tripote, c'est intéressant ça. Je chipote les Arduino. Tu chipotes pas tellement les Arduino, toi. C'est plutôt des trucs tout faits. Oui et non, on chipote des Arduino, mais c'est vrai que j'aime bien certains trucs tout faits et j'ai peu de temps pour chipoter, aller faire ce que j'aurais envie avec l'Arduino. Donc c'est vrai que j'ai une tendance à utiliser du commercial souvent. Mais c'est pas vrai, j'ai des Arduino, j'ai des Raspberry et on chipote pas mal avec ça aussi, mais dans un usage professionnel plus que pour le plaisir. Parce que tu as la chance, parce que c'est pas le cas de tout le monde, de pouvoir professionnellement jouer avec ces petits... C'est ce truc-là aussi, il faut bien le reconnaître. C'est aussi une partie du plaisir, entre guillemets, dans le boulot. Sébastien, on reste chez toi pour parler smartphone. C'est aussi, dans cette année 2015, une tendance, c'est UI qui se confirme de plus en plus. Oui, quoi UI. Huawei. Ouais, enfin, de toute façon, on n'y arrivera pas. Hein, donc, ni en 2015, ni en 2016, je pense. C'est Huawei. J'ai demandé à quelqu'un au boulot qui est d'origine asiatique et qui m'a confirmé que c'était Huawei. Putain, on n'est pas sorti de l'opéra. Voilà. Et donc, ce fabricant chinois. Oui, ce fabricant, contre toute attente, il taille sa place doucement. Et cette année-ci, je trouve qu'on on a trouvé partout, dans les shops en ligne, dans les stores en Belgique en tout cas. Je sais pas ce qu'il en est sur le marché en France, mais c'est certainement plus ou moins la même chose. Et quand on regarde le niveau mondial, si on le prend en 2014, il avait 6% des parts de marché mondial et il était presque à 9% milieu 2015. Donc tu vois, et c'est le seul qui a une aussi bonne montée. Xiaomi monte un petit peu, Apple continue à monter un tout petit peu. Par contre, en même temps, on a des géants comme Samsung, même si ils continuent à avoir énormément de fans, qui eux dégringolent vertigineusement depuis quelques années. Tu vois, ils étaient à 32% en 2012, en 2014 ils étaient encore à 24%, mais donc ça fait quand même déjà 8% dans les dents, et cette année-ci ils ne sont plus qu'à 21%, donc ils continuent à perdre doucement vers les autres marques. C'est normal parce que des gars qui achètent du Huawei ou du Xiaomi, en général, c'est des utilisateurs Android et ça va grappiller chez Samsung quelques pourcents. Ouais. Ceci dit, petite parenthèse, j'ai vu qu'un grand distributeur belge, une grande surface, entre guillemets, je vais pas le citer parce que sinon on va devoir tous les citer, enfin une enseigne rouge qui commence par Média et qui termine par Marque, ont annoncé une étude, enfin en tout cas une analyse ou je sais pas, un sondage auprès de leur clientèle, et Samsung serait la marque la plus populaire, on va dire, parmi leurs clients, hein, donc ça reste quand même c'est une petite fenêtre, mais quand même ça reste intéressant de voir que le public en Belgique, c'est peut-être pas le cas partout, reste fidèle quand même à Samsung plus qu'à d'autres marques, par exemple. Et pourtant, quand tu regardes des stores en ligne en Belgique, certains, tu vas retrouver autant de téléphones de chez Huawei que chez Samsung. Donc tu commences vraiment à avoir une gamme assez large. Et honnêtement, on en a acheté quelques-uns au bureau. Les téléphones sont extrêmement sympathiques et t'as pas de problème comme on aurait pu avoir. On en avait importé quelques trucs chinois qui étaient magnifiques sur papier, sur Android, mais t'as la moitié de l'OS qui n'était pas traduit, tu devais commencer à bidouiller, etc. Ouais. Et ici, le téléphone te coûte 3 fois moins cher
qu'un Samsung ou qu'un Apple ou que sais-je, et il est totalement correct, il fait tout ce qu'il faut, quoi. Ouais. Donc voilà, je pense qu'ils tirent le marché vers le bas au niveau du prix, et donc ils se font une énorme marge là-dedans, et ce que peu de constructeurs faisaient vis-à-vis de Samsung, hein, parce que Samsung a toujours aussi beaucoup attaqué le bas du marché et en même temps le haut du marché. En faisant des versions mini, par exemple, je me rappelle le S3 mini, il y a un S4 mini aussi d'ailleurs, je pense, qui est moins cher, qui n'a de S3 ou de S4 entre guillemets que le nom, et donc c'est une façon de capitaliser sur le modèle en fait. Voilà, et donc je l'attendais pas spécialement sur cette année-ci, et voilà, bravo, et voilà, on verra ce qu'ils nous proposent l'année prochaine, mais en tout cas, rien n'indique que les gars vont que la tendance va fléchir, quoi. Ouais, effectivement. Et pour les Chinois de manière générale, hein, je pense à OnePlus par exemple, et d'autres. Je pense qu'il y a des choses qui vont se passer de ce côté-là également. Tu m'avais rajouté également de son côté Apple qui invite Microsoft. C'est vrai que ça fait partie de la tendance de cette année également. Mais ça c'est peut-être plus le côté dynamique de Microsoft, mais on y reviendra un petit peu plus tard de cette année. C'est flagrant également, quoi, cette dynamique. Oui, c'est flagrant au niveau des smartphones. Microsoft qui était resté cloisonné sur son OS pendant des années en disant je dois imposer mes Lumia, mes Nokia, mes machins et tout le bazar. Ouais. Et finalement, cette année-ci, ils ont pris la direction de l'ouverture complète en arrivant avec de l'Office sur de l'Android, avec de l'Office sur iOS, et chose grandiose s'il en est, Microsoft a été invité sur une conférence Apple où ils ont présenté leur truc. Donc c'est pas rien, et ça reste un des moments forts de l'année où effectivement on trouve un gars de Microsoft dans une conférence Apple. C'est pas le genre de truc que tu aurais pu annoncer le 1er janvier en te disant bien sûr cette année ça va arriver. Mais si, ça s'est fait. Effectivement. Plus je regarde la vidéo, parce que quand même faut le signaler à ceux qui nous écoutent, parce qu'ils sont nombreux, ils sont plus nombreux ceux qui nous écoutent que ceux qui nous regardent, c'est que notre ami Sébastien a un chapeau de Père Noël, et que du coup on a beaucoup de mal à le prendre au sérieux. Et donc là la vidéo peut le desservir un tout petit peu. Enfin, ça dit en passant, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si vous n'avez pas l'habitude de nous regarder en vidéo, c'est peut-être l'occasion, c'est rigolo et ça mange pas de pain. Je vais repasser la parole à Marc, toujours dans cette rétro 2015. C'est vrai, c'est important de le signaler. Il y a cette avancée, cet avènement des voitures autonomes. C'est une chose qui existait déjà, on commençait, c'était les premiers balbutiements en 2014 avec Google entre autres, mais cette année-ci, on en a beaucoup plus parlé que l'année précédente. Hein. Oui, c'est vrai. Et alors, en potassant un peu, parce que bon, on prépare quand même un petit peu nos petits sujets, en potassant, je me suis rendu compte que les premières expérimentations, pour la petite anecdote, pour les voitures autonomes, ça remonte quand même à 1920. Ah oui, quand même. Donc voilà, et on parlait d'un système radio-guidé. Une diligence, il y avait un cheval, quoi. Oui, c'est le cheval intelligent, le smart. Le cheval intelligent, voilà. Donc, alors, on rappelle rapidement que sous le vocable voiture autonome, il y a en fait deux concepts. Il y a le full autonome et le semi-autonome. Oui. Le semi, c'est simplement un véhicule qui est capable de rester dans sa file et de réagir avec une batterie de capteurs, un télémètre, un radar, etc., de moduler sa vitesse et de pas trop bouger. Puis il y a le véhicule réellement autonome qui, lui, est capable d'aller d'un point A à un point B tout seul, en réagissant tout seul à son environnement, en temps réel, et en gérant tout seul comme un grand, parking, accélération, dépassement, changement de voie, etc. Donc, cette année, en fait, quasi tous les constructeurs y sont allés d'une interprétation ou d'une autre. Donc, parfois, au niveau de prototype, comme on se rappelle, au début de l'année, il y avait Audi qui avait aménagé une A7 qui a parcouru quand même pas loin de 1000 bornes pour aller jusqu'à Los Angeles à l'occasion du dernier CES en 2015, ou chez PSA où il y a une Citroën C4 qui a fait le trajet Paris-Bordeaux toute seule, sans aucune intervention, ou même parfois déjà à l'état de produits de série, comme c'est le cas chez BMW, où par exemple la dernière série 7, elle embarque toute une batterie de technologies qui permettent à son conducteur de lâcher complètement le volant, et la voiture va vraiment du parking au parking sans aucune intervention. C'est assez bluffant. Bon, le prix est là derrière aussi. Alors,
Alors évidemment, on peut pas aborder le phénomène des voitures connectées, voitures intelligentes, sans parler d'abord de Google, avec ses Google Cars, dont les voitures ont depuis quelque temps, donc depuis l'été, quitté les pistes d'essai pour circuler maintenant réellement dans les routes californiennes. Ouais. Voilà, il y a eu quelques couacs au début. Il y a eu des accidents, mais qui n'étaient pas causés par la voiture. Voilà, qui n'étaient pas de la faute de la voiture. C'était des gens qui étaient surpris de voir une bagnole débouler sans personne dedans. Ça peut quand même arriver. Et donc, il y a eu quelques couacs. Maintenant, bon, les Google Cars, on le sait, ont l'ambition de révolutionner la mobilité urbaine. On verra ce que ça va donner. Ouais. Puis évidemment, il y a aussi Tesla. Tesla, dont le dernier firmware, la dernière mise à jour, a permis de passer à un modèle à mi-chemin entre l'autonome et le semi-autonome. C'est pas encore de bout en bout, mais effectivement, les réactions ont été assez amusées, à tel point que Tesla a envisagé de régresser un petit peu sur certaines fonctionnalités qui apparemment n'étaient pas assez idiot-proof. Ça, effectivement. Et alors, pour la petite anecdote aussi, le déploiement donc se fera progressivement parce que c'est pas encore partout le cas, mais le déploiement se fera aussi sur le nouveau SUV de la marque, le modèle X. Par contre, tout ça, effectivement, pose 2-3 petites questions. La première, c'est que bon, faut pas espérer avoir nos routes qui vont être envahies de véhicules autonomes du jour au lendemain. C'est pas encore le cas. Les spécialistes et les analystes parlent de l'horizon 2020 pour un début de démocratisation. Mais il y a quand même 3 effectivement obstacles majeurs. Le premier, c'est les législations actuelles ne sont absolument pas adaptées à l'arrivée massive de véhicules intelligents. On pense notamment à un point très simple, quid de la responsabilité en cas d'accident? Est-ce que c'est la faute du conducteur? Est-ce que c'est la faute du constructeur? Ça, c'est déjà une question qui n'est pas tranchée. Ensuite, au niveau de la sécurité des usagers, il va falloir équiper toutes les infrastructures autoroutières et routières existantes, parce que la conduite autonome totale n'est pas seulement le fait de la voiture. Il y a tout ce qu'il y a autour aussi. Donc, par exemple, des balises, des systèmes de communication véhicule à véhicule, des dispositifs de prise de contrôle à distance. Et puis, derrière tout ça, il faut aussi une standardisation. Et enfin, il y a au niveau éthique, même si on n'y pense pas forcément, des soucis. Par exemple, en cas d'accident imminent, qui la voiture doit privilégier? Son occupant? Les usagers faibles comme un cycliste ou un piéton? S'il y a des occupants dans la voiture qui sont des enfants, voilà, ce sont toutes des choses qui ne sont pas encore tranchées. Donc il y a quand même encore un peu de temps avant que les voitures réellement intelligentes nous amènent une mobilité intelligente. En tout cas, on le sait bien, on le voit bien, toutes ces questions sont posées en 2015 et trouveront réponse peut-être en 2016, mais c'est même pas sûr. Ça viendra avec le temps et on verra si cette idée, cette solution de voiture sans chauffeur avance. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Mais bon, a priori, c'est parti pour durer cette affaire. On a l'habitude de... Juste un tout dernier chiffre, justement, mais là on se projette très 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 loin. Les analystes du bureau Gartner, c'est des gens qui font plein d'études, plein de chiffres, etc., ont estimé qu'en 2040, 75% des véhicules dans le monde seront full autonomes. D'accord, ok. Bon ben voilà, on sait déjà que si vous ambitionnez de Rendez-vous pour le numéro 6425 en 2040. Par exemple, j'ai pas compté, mais si vous ambitionniez de passer votre permis en 2016, laissez tomber, vous n'arriverez jamais à l'amortir. C'est voilà un message qu'on peut passer aux plus jeunes. Je vais repasser la parole à Patrick. Parce que dans cette année 2015, au-delà de la voiture connectée, au-delà, on a parlé également de domotique, etc., il y a aussi le tracker santé, que Marc a testé d'ailleurs à plusieurs reprises. Non, toujours dans sa boîte. On se rappelle bien de la boîte, effectivement. Oh là là, quel troller, celui-là. Non, les trackers santé, on peut en dire quelques mots. Hein. C'est aussi une des tendances de cette année 2015 en matière de en effet, j'ai l'impression que je pique en fait un sujet à Marc. En fait, j'ai l'impression que s'il y a une croissance dans ce domaine, c'est grâce à Marc. Mais donc voilà, ils sont vraiment partout pour cette fin d'année. C'est vraiment omnipotent. C'est vraiment une croissance monstrueuse. Tous s'y mettent, tous. Exactement. Comme tu disais un petit peu par rapport à la domotique de manière générale, aussi bien ceux qui sont spécialisés dans le médical, et donc là qui avaient déjà des tarifs assez élevés, etc., que des inattendus qui font de la diversification en fait. En gros, donc voilà, c'est vraiment une multiplicité de données, et hormis le fait des trackers santé, ce que j'ai vu aussi, c'est une guerre des plateformes. Donc Fitbit qui a sa propre plateforme qui veut pas partager avec Apple, Android qui a sa propre plateforme, donc on va voir il va vraiment avoir une guerre qui va avoir
lieu en 2016. On a juste posé actuellement les jalons pour justement avoir cette D'ailleurs, les trois grands, on s'entend, hein, donc Apple, Google et Microsoft ont lancé dans le courant de cette année 2015, si je ne m'abuse, des projets santé, qui étaient peut-être déjà initiés avant, mais là il y a vraiment eu des confirmations cette année. C'est tout l'intérêt de la chose. Il y a un intérêt commercial derrière aussi, mais la recherche s'y intéresse également, puisque on le sait, ces données collectées par les trackers santé sont également utilisées pour faire de la recherche, pour faire des statistiques, etc., etc. Donc effectivement, une tendance de cette année 2015 et qui avait tout à fait sa place dans cette rétro 2015. Je vais remercier Patrick d'être passé dans ce studio. Il va laisser sa place dans un court instant à Sébastien. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'année 2016. On va également saluer Marc qui va laisser lui sa place à Benoît qui nous rejoint dans un court instant. Sébastien, lui, reste avec nous. On va encore parler de 2015 avec Benoît qui nous a rejoint. Salut Benoît. Et puis en studio, c'est magique. On a Xavier qui nous a rejoint également. Et d'ailleurs, Xavier, on va poursuivre nos tours de table avec toi pour parler donc du retour en force de Microsoft durant cette année 2015. Effectivement, moi, un des points qui m'a un petit peu marqué cette année, c'est le retour en force de Microsoft. Alors, je suis pas un grand fan spécialement de Microsoft, ni d'Apple, ni d'Apple, ni d'Apple. Même si je pense que les deux marques font de bons produits pour certaines choses, mais je pense qu'il y a quand même eu un retour qu'on ne peut pas nier de Microsoft. Alors, les fans d'Apple m'excuseront. Je sais qu'il y a eu des belles innovations de ce côté-là aussi. Samsung, Google, pareil. Mais Microsoft, je pense, a marqué un gros coup avec l'arrivée de Satya Nadella à la direction, qui remplace Steve Ballmer, qui était un petit peu, qui a renvoyé une image un petit peu fatiguée de Microsoft. Et je pense que pour les 40 ans de Microsoft, on voit vraiment un grand retour de la société. Ils ont mis en place une nouvelle stratégie qui est vraiment de libérer les applications et les services pour toutes les plateformes. Donc maintenant, qu'on soit sur iOS, Android, Microsoft, on va vraiment pouvoir utiliser tous les produits de Microsoft, ou en tout cas une grande partie. Leur but, c'est qu'on puisse utiliser leurs outils de n'importe où et à n'importe quel moment. Et ils se sont vraiment améliorés en termes de marketing et de positionnement. Ils arrivent même à redresser les ventes de PC qui étaient en forte baisse ces derniers temps. Donc je pense qu'il y a vraiment un renouveau chez eux. Ça s'est marqué aussi avec l'espèce de keynote qu'ils ont fait, où on a même eu des commentaires d'auditeurs qui nous disaient mais vous n'avez pas assez appuyé le fait que c'était splendide. Sur la forme, en tout cas, on n'avait pas assez parlé de la forme de la présentation, qui était vraiment bien. Mais c'est vrai que on était plus sur le fond que sur la forme, en l'occurrence. C'est quelque chose, je vais peut-être, on va un peu échanger là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà noté avec Sébastien, Seb. C'est quelque chose que toi, tu as dit et répété, tu as même tordu le clou, je pense, cette année 2015, concernant Microsoft. Chaque fois qu'il y avait une annonce, c'était tiens, ça c'est chouette, ça donne, on a les poils, ou enfin voilà, il y avait quelque chose, quoi. Oui, c'est quasi depuis le début de l'année, on a commencé à dire ça commence à être sympa ce qu'ils font, et puis au fur et à mesure, ils ont commencé à gagner en capital sympathie, on va dire. C'est ça. Donc, et ils ont vraiment fait un travail formidable toute l'année de ce côté-là, il n'y a pas à dire. Alors que Benoît, lui, n'est pas très produit Microsoft, il est plutôt produit Apple, en tout cas dans sa consommation personnelle, on va dire. Toi aussi, tu l'avais noté, je pense, cette espèce de renouveau de chez Microsoft, même si ça te touche peut-être moins. Ouais. C'est vrai qu'ils ont pas mal travaillé effectivement sur l'accessibilité de leurs produits, parce qu'ils avaient mis pas mal de barrières tout à fait artificielles, et ils sont en train d'enlever certaines, donc c'est vrai que ça peut être pratique. Donc on va voir comment tout ça va. C'est un point de vue. Ça ressemble à une vacherie en plus. Mais ça n'est peut-être pas une. Bon, soit quoi. non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Attends, ils avaient bloqué les applications Office sur iPad et compagnie. Il n'y avait pas de raison sur le fond. C'était la volonté de pousser d'autres produits, et c'est des choses qu'ils ont levées. Donc, et ça fonctionne plutôt pas mal, hein, et tout le monde semble tout à fait satisfait de ça. J'ai essayé de faire bref. Mais je voudrais aussi insister sur le fait qu'il n'y a pas que la stratégie, je pense, ou la communication. Ils ont quand même fait des belles innovations en termes de matériel, avec le premier PC fabriqué par Microsoft qui va sortir, le Surface Book, qui s'annonce comme un MacBook Pro
pro-killer. En tout cas, c'est ce qu'ils prétendent. Qui est, en tout cas, sur image, qui est vraiment un très bel objet. Donc, les personnes qui aiment bien le design d'Apple devraient être séduits par ce genre de design aussi. Des nouveautés au niveau des téléphones qui peuvent se connecter comme des PC, même si le principe n'est pas tout à fait nouveau. Ça montre qu'ils ont vraiment une envie d'innover, aussi bien sur la com que sur le hardware, quoi. Je pense qu'effectivement, quand on prend une rétrospective de cette année 2015, bon, on est tous d'accord là-dessus. Il y avait une super belle vidéo d'ailleurs qui avait été produite un petit peu, enfin c'était plus de l'imagerie qu'autre chose, mais là de nouveau sur la forme, c'était bien vu, c'était pas vantard, c'était pas on se la joue, on va révolutionner tout. Non, c'est plutôt bien foutu et voilà. Bon, il fallait le signaler dans cette rétro. Je vais passer la parole à Benoît parce que contre toute attente, Benoît, lui, dans sa rétro 2015, il a gardé quelque chose d'assez récent finalement. Hein. C'est les technologies qui ont permis la COP21. Alors il faut que tu nous expliques un petit peu ça, Benoît. Alors je l'ai retenu que ça effectivement parce que ça fait longtemps que je l'attends. Et donc, c'est vraiment le truc qui, moi, m'a marqué cette année. La COP21, hein, c'est encore récent. J'espère qu'on a tous ça frais en tête. C'est cette grosse conférence qui a eu lieu à Paris pour essayer de diminuer, contrôler un petit peu le réchauffement climatique. Et ce que j'ai trouvé... Enfin, il y a plein de choses que j'ai trouvées marquantes. D'abord parce que, comme je le disais, moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps et donc j'attendais du mouvement là-dessus. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est en écoutant les discours... Et on a beaucoup parlé en disant c'est un succès politique, etc. Et je pense que c'est vraiment aussi un succès technologique. Parce que une des raisons pour laquelle les pays se sont engagés, c'est parce que par rapport à la dernière fois, on avait essayé de faire ça à Copenhague, ils se sont rendus compte que on avait les technos. On le savait déjà à l'époque, mais tout le monde s'en était pas rendu compte. Mais on a les technos pour aller au-delà de l'énergie fossile. Et donc, il n'y a pas de raison de se coincer dessus. Concrètement, le changement qu'on a eu, si tu regardes la production d'énergie, la production d'électricité, c'est un des premiers producteurs de CO2. On a les panneaux solaires, on a l'éolien, on a tout ça. C'est déployé. Alors, il n'y en a peut-être pas des masses, mais on le voit chez nous, ça fonctionne, il n'y a pas de raison de s'en priver. Ça fonctionne, mais il y a quand même débat sur la productivité de ces sources d'énergie alternatives. Hein. Mais ça n'arrête pas de s'améliorer. Et donc, c'est ça que je dis. Moi, ce que j'ai trouvé frappant, et c'est assez deep, notamment Obama l'a dit, nous, on s'y est engagé, enfin, je paraphrase ce qu'Obama disait, nous, les États-Unis, on s'est engagé dans la mise en œuvre de ces technologies, et on se rend compte que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on le croyait. Et comme c'est beaucoup plus simple, d'accord, on veut bien signer. Oui, c'est ça. Donc, t'as ça pour l'énergie, t'as ça pour le transport. On voit de plus en plus des vélos à assistance électrique, des produits comme ça, qui sont efficients. Tu regardes j'ai fait des rénovations il n'y a pas très longtemps, j'étais scié de voir... C'est devenu très technologique, ces choses-là. Les gens arrivent avec leur petit PC, ils te font des calculs, etc. Ils disent, bon, vu ça, on va mettre comme ça. Et enfin, voilà. Je pense que c'est cet énorme travail technologique qui a permis aux gens de se dire, oui, on va y aller. Tu parles de rénovation, je te coupe là-dessus, parce que là, tu parles de l'audit énergétique et des outils qui permettent l'audit énergétique. Moi, ce que j'ai pu apercevoir, et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, nous, ici, dans ce podcast, et on ferait bien en parler en 2016, ce sont ces outils, ces nouveaux outils qui sont créés, justement les isolants, il y a de la recherche autour de la qualité des isolants thermiques par exemple, et qui permettent de faire des rénovations sur des anciennes bâtisses sans les dévisager complètement, sans que ce soit trop coûteux. C'est un exemple que je cite comme ça, mais il y a plein de choses qui existent dans ce domaine-là et qui méritent toute notre attention, et c'est vrai que nous, en tant que podcast technologique, on n'y a pas vraiment prêté beaucoup d'attention, mais c'est vrai que ça a le mérite d'exister, d'avancer, ça fait avancer la recherche. Quand tu parles des technologies, Benoît, d'énergie alternative, éolien, photovoltaïque, je pense que c'est une étape qu'on devrait aller plus loin, qu'il y a peut-être d'autres outils à créer. Je lisais encore un article tout récemment de quelqu'un qui est très spécialisé dans toutes ces énergies non fossiles et qui disait que c'est très, très paradoxal, c'est les Chinois qui fabriquent les panneaux photovoltaïques et ils ne les utilisent pas. Donc quelque part, c'est peut-être qu'ils savent que ça fonctionne moyennement et que finalement, bon, eux, c'est plus un produit à vendre aux Européens qu'autre chose. Peut-être qu'il y a autre chose à créer. Dans le même article, on parlait également, par exemple, du fait que les éoliennes utilisaient des matériaux qui nécessitaient beaucoup enfin, qui avaient une grosse empreinte carbone à aller extraire, par exemple. Donc là aussi, il faut un petit peu relativiser. On l'avait déjà dit, nous, dans ce podcast, par rapport aux voitures électriques, par exemple, que produire de l'électricité pour ces voitures électriques coûtait aussi, et donc c'était peut-être déplacer le problème plutôt que de l'améliorer. Mais je suis d'accord avec toi, Benoît, c'est vrai que ça a le mérite
d'ouvrir le débat et je pense qu'il y a une flopée de start-up qui sont en train de se développer là, et ça sera peut-être plus l'objet des perspectives 2016 pour le coup, qui vont aller dans ce sens et qui vont proposer des solutions, des produits high-tech qui vont dans le sens attendu justement par la COP21 et d'autres avis et d'autres opinions aussi. Est-ce que tu avais un truc à rajouter sur ce sujet, Benoît? J'en aurais plein, mais on va rester là, sinon on va passer toute l'émission. C'est vrai. C'est un petit peu sa marotte à Benoît. Là, il y a la photo et il y a l'écologie. Je vois Sébastien qui lève le doigt. Moi, j'ai quand même un petit truc à rajouter, c'est qu'il n'y a pas que dans la production d'énergie qu'on a pas mal fait d'évolution. Il y a des trucs pas mal de cette année-ci, comme tout ce qui est, par exemple, le chauffage, et il y a eu pas mal de produits. Il y en a un d'entre nous qui pourrait nous en parler. C'est vrai. Et là aussi, on parle quand même de réduction intéressante. C'est des trucs qui automatiquement vont couper ton chauffage quand t'es pas là, qui vont régler les trucs, etc. Donc, tu parlais du Nest, évidemment. Oui, c'est ça. Donc on a pas mal de technos qui nous permettent aussi de réduire notre empreinte. Donc, et c'est pas des trucs qui demandent non plus des investissemements monstrueux. Donc, ça dépend. Mais le point de départ, il est là. C'est vrai. Parce que Sébastien est avec nous. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu as créé un outil qui permet de faire des économies, en l'occurrence de chauffage, etc. Tu connais aussi les difficultés d'imposer ce type de produit sur un marché on est en Belgique ici, donc c'est déjà pas très facile. Enfin, la fenêtre est relativement étroite. On serait plutôt dans une rétrospective 2014 dans ce qui même 2013 même en ce qui me concerne, parce que ça fait un moment que ce produit est sur le marché. C'est compliqué, mais les mentalités évoluent. Tu le confirmes? Mais les mentalités évoluent, donc c'est vrai que la difficulté, c'est que quand on dit aux gens ils doivent faire des efforts pour diminuer leur empreinte écologique et tout ça, on dit toujours oui, mais maintenant qu'il y a des produits qui commencent à permettre de le faire et qui améliorent réellement le confort des gens, tout en améliorant l'empreinte écologique, mais là on commence à intéresser tout le monde. J'ai vu une autre start-up qui est active dans le chauffage, qui a eu une super idée. En fait, ils placent des ordinateurs, en gros des gros serveurs, chez les particuliers, et ça sert de radiateur. Donc en fait, les gens se chauffent gratuitement grâce au fait qu'on vienne placer des super ordinateurs chez eux et qui produisent de la chaleur. Donc il y a des concepts comme ça qui sont vraiment c'est le même système que dans certaines entreprises où on récupère la chaleur produite par les ordinateurs. Ici, c'est le même système mais déporté en fait. Tout à fait. Donc voilà, c'est bien la preuve qu'il y a des choses effectivement qui avancent, et c'était bien de le mettre en évidence justement dans cette rétro 2015. Tiens, Seb, puisque tu prenais la parole, je vais te la rendre, puisque toi aussi tu as des choses à dire en matière de rétrospective 2015 encore. J'ai envie de dire, c'est Google qui se réorganise et essaye de revenir la boîte cool qu'elle a été. Oui, voilà, c'est l'autre. Oui. Donc Xavier disait retour en force de Microsoft. C'est vrai, Microsoft a fait un bon retour en force cette année. Je trouve que c'est pas les seuls. Google a fait pas mal non plus, moins bien, c'est clair. Mais avec l'arrivée de Sundar Pichai, j'ai quand même toujours un peu de mal avec son nom. Ils ont quand même fait déjà pas mal de changements. On a enlevé la personnalité polémique de Larry Page et en même temps on a commencé à scinder toutes les entités de Google. Alors est-ce que tout était magnifique ou pas, ça je ne dirais pas. Par contre c'est quand même un grand moment sur l'année, toute cette réorganisation de Google et toute cette séparation entre plusieurs sociétés et le vent nouveau qu'amène Sundar dans Google, parce que voilà, c'est pas la même communication, c'est pas la même présentation et c'est pas non plus les mêmes enjeux et vers les mêmes produits qu'il développe que son ancien Larry Page. Donc voilà, je trouve que ça méritait qu'on en touche un petit mot, même si finalement il y a pas, ça n'a pas été aussi grandiose que ce que Microsoft avait fait cette année. Oui, c'est ça. C'est pas quelque chose qui a transpiré durant toute l'année, on va dire. La deuxième moitié. C'est encore. L'arrivée de Sundar était au mois de juillet ou août, je pense, quelque chose comme ça. Donc c'est encore assez récent. C'est marrant comment on peut percevoir, comment on ressent en fait un changement à la tête d'une entreprise aussi grosse
grosse soit-elle, aussi grande soit-elle, on l'a dit pour Microsoft, on le voit ici pour Google, on l'avait déjà dit en son temps pour Yahoo, comment ces changements à la tête peuvent infléchir une structure aussi lourde finalement que les Google. Voilà. Je pense que c'est vraiment typiquement américain dans la perception, parce qu'on a eu la même chose avec Twitter et on pourrait citer d'autres sociétés. C'est moins le cas en Europe. En Europe, en général, le patron, on a un petit peu moins tendance à associer l'image de la boîte à son patron, sauf des cas antiques comme on avait avec Total et des trucs comme ça. Maintenant, c'est moins le cas en Europe. J'ai l'impression cette volonté de liaison de l'image du patron avec la société qui est ce patron. Voilà. Donc, Ceci dit, il y a un truc qui pour moi ils l'ont un peu loupé chez Google, c'est qu'on continue à les appeler Google. Alors qu'ils ont quand même changé, ils ont changé de nom cette année. Rappelons-le quand même. Google, c'est une partie de l'entité Alphabet, et on n'arrive pas à s'y faire. Moi, je vois des fois, même sur les médias traditionnels, ils disent Alphabet. Je tilte même pas, je ne fais même pas attention à de quoi ils parlent, etc. Il va falloir un petit temps. Il va falloir du temps, je pense, pour s'y mettre, effectivement. On va retourner chez toi, Sébastien, puisque tu avais. Non, on reste. On vient de parler. Tu viens de parler, donc on va rester ici avec Xavier. Je finis par m'y perdre un petit peu. Pour parler de quoi, Xavier, toi, ah oui, c'est vrai, ton année 2015 technologique, c'est l'année des drones. Voilà, c'est l'année à laquelle je me suis intéressé aux drones, mais c'est, je pense aussi, l'année des drones. C'est-à-dire que on connaissait, on a vu apparaître, au-delà des drones qui sont utilisés dans le civil et dans le milieu militaire, des drones avec le Perrot qui a fait vraiment une entrée pour le grand public il y a quelques temps. C'était déjà bien avant 2015. Tout à fait, vraiment pour jouer, mais maintenant... Cette année, je pense que ça devient vraiment, c'est une solution qui devient vraiment mature. On a le grand public qui peut s'adonner à ce loisir, mais on a vu apparaître aussi tout un tas de métiers qui découlent de l'utilisation des drones. Donc on voit des drones qui vont servir à faire du transport, comme on en a parlé beaucoup avec Amazon et son Prime Air. On voit des drones qui vont servir pour la sécurité, donc qui vont larguer des grenades fumigènes, par exemple, en cas d'émeutes. On a des drones qui vont livrer des médicaments à certains endroits. On a des drones qui jouent le rôle d'ambulance et qui viennent livrer des outils pour donner les premiers secours. Donc on a vraiment tout un tas d'utilisations, et les drones sont devenus vraiment intelligents, puisque le cœur vraiment du système, c'est du software, en fait. Donc, et avec des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent en 2015 et qui s'imposent, comme le Follow Me. On a parlé du drone Lily à un moment qui peut vous suivre. C'est en soi une fonctionnalité. On se rappelle, ça, vous avez été impressionné par cette vidéo du drone qui suivait le skieur. Tout à fait. C'est des fonctionnalités qui paraissent toutes bêtes, mais il y a des algorithmes très puissants derrière tout ça. Et je pense qu'on est encore qu'au début. On a vu des drones qui sont capables de faire des ponts tout seuls maintenant, dans des endroits qui seraient inaccessibles autrement. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a fort intéressé cette année et qui a vraiment très très fort évolué, en particulier cette année. J'ai envie de repasser la parole à Benoît, même si c'est pas prévu, et qu'on l'a pas prévu dans notre document de travail, parce que je me rappelle que Benoît revient régulièrement avec des produits Kickstarter. Et on avait d'ailleurs fait, rappelle-toi, un hors-série consacré à Kickstarter. C'est une tendance 2015 aussi, ça, le crowdfunding, non finalement, chez nous, en Europe et en Belgique en particulier. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, c'est vrai qu'on le voit. Ça reste encore quand même assez geek, je pense. C'est pas encore un truc très très grand public, mais c'est vrai que si on en parle, c'est de plus en plus rare. Même mon comptable savait de quoi il s'agissait. Tu vois, ma société a soutenu un projet crowdfundé, et je me disais, oh là là, comment est-ce que je vais expliquer ça à mon comptable? J'étais le premier client qui lui faisait le coup, mais il avait entendu parler du concept. Du crowdfunding, tu veux dire, pas nécessairement. C'est ça. Pas du projet. Oui, c'est ça, ou de Kickstarter. Il connaissait le principe, et donc quand je lui ai expliqué, voilà, il m'a dit, ah oui, d'accord, donc il faudra le rentrer comme ça dans la compta. Voilà, c'était pas. Bon, il m'a dit, voilà. Mais c'était une nouveauté pour toi. C'était une nouveauté pour toi aussi de le faire rentrer en comptabilité. C'était dans le courant de l'année 2015. C'est vrai que ça rentre effectivement dans le fait
que ça devient naturel. Voilà. Il y a des produits qui arrivent, qui ont du sens dans un cadre professionnel. Et donc, oui, c'est plus nécessairement des petits jouets, comme j'avais montré les petits robots, là, à un moment, qu'il a été vraiment des jouets pour ma fille. Mais là, on est sur des produits qui, effectivement, t'as raison, j'avais pas réalisé, ont un cadre professionnel. Ça fait avancer le schmilblick, comme on dit, et ça permet aussi de se pencher, de s'intéresser au monde des startups, hein, on l'avait déjà dit aussi. En parlant de ça, il y a une startup qui, en ce moment, lève des fonds pour un drone, le Dronefly. C'est une startup belge qui fait un drone qui est assez prometteur et qui a la particularité d'être sans danger. Oui, qui est un espèce de ballon de foot, et les ventilateurs les hélices sont à l'intérieur du ballon. On aura sans doute l'occasion d'en parler, on l'espère en tout cas, dans l'année prochaine, dans ce podcast, parce qu'on sortira un petit peu nos caméras pour aller voir comment ça fonctionne, parce que ici, dans cette pièce, ça va pas être possible. Ça, je vous le dis tout de suite. Parce que sur le sujet des drones, comme je travaille pour le moment un petit peu dans le secteur aérien, ça fait partie très clairement des sujets auxquels les professionnels du secteur s'intéressent beaucoup. C'est-à-dire que il y a énormément de potentiel autour. Et il y a pas mal de projets qui mûrissent autour du drone. Et des inquiétudes aussi, on l'imagine. Enfin, les acteurs du secteur, comment crois-tu qu'ils voient l'arrivée des drones le long des pistes de l'aéroport de Zaventem, par exemple? Le secteur aérien est traditionnellement un secteur qui a tendance à, comment dirais-je, coordonner le travail. Et donc, la seule crainte, effectivement, c'est d'avoir des véhicules qui ne sont pas coordonnés. Mais si on s'engage, c'est à partir du moment où les véhicules se rentrent dans la coordination avec des règles qui leur sont adaptées, je pense que ça ne pose aucun problème. Et justement, c'est ce que je veux dire, il n'y a pas de réaction qui est en train de se dire « Ah non, on ne voudrait pas ça parce que ce n'est pas des véhicules traditionnels ». C'est au contraire, ces véhicules-là, ils ont des besoins spécifiques. Comment est-ce qu'on va les intégrer ? C'est ça. De manière à ce que ça fonctionne avec le reste de l'aérien. En bonne intelligence. Ce qui veut dire qu'il y a de l'intérêt, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de rejet, ce qui veut dire qu'il y a il y a une volonté d'avancer. Ok, avant de conclure, attends 2 secondes, peut-être ce numéro rétro, justement, Sébastien, je voyais ton doigt se lever et j'allais te donner la parole pour un autre sujet, mais je pense que sur celui-là, tu avais aussi quelque chose à dire. Ben oui, j'avais une question à Benoît aussi. Il n'y avait pas justement, si je ne me rappelle plus, c'était aux États-Unis ou en Europe, il n'y avait pas toute une négociation sur des couloirs en hauteur différents, une proposition pour avoir les drones qui étaient en livraison, les drones, etc., de telle à telle altitude. C'est une proposition d'Amazon qui reprend essentiellement le fonctionnement de l'aérien civil en l'adaptant au type de déplacement que les drones seraient amenés à faire. Et voilà, ça fait partie, c'est une des propositions sur la table. Et avec la même idée, c'est-à-dire que les drones émettraient des plans de vol et la personne qui va faire voler le drone émettra un plan de vol pour dire qu'on fait une livraison là. Et alors, on s'oriente beaucoup dans l'aérien vers des notions de plans de vol qui sont beaucoup plus flexibles que ce qu'on a connu avant, parce que le problème, c'est qu'ils étaient très rigides, les plans de vol, parce c'était très compliqué de coordonner. Maintenant que tout ça se calcule, l'ordinateur, il recalcule sans problème autant de fois qu'on en a besoin, dans une certaine limite raisonnable. Mais donc, on peut se permettre d'avoir des plans de vol beaucoup plus flexibles, et ça permet à des véhicules comme ça de venir s'insérer dans le trafic. Donc, c'est ce qu'on fait déjà, les vols long courriers volent plus haut que les vols... Les vols européens volent généralement sur des plafonds plus bas. Oui, c'est ça. Il y a des logiques qui sont respectées. Mais justement, on va conclure sur ce sujet, mais toi, de ton côté, Xavier, tu avais planché justement sur ce problème, enfin pas le problème, mais la législation et le permis qui va avec. Il y a effectivement des projets de loi qui arrivent en Belgique, mais aux États-Unis, pour appuyer le propos de Sébastien, ils viennent d'annoncer que les drones allaient obligatoirement devoir être immatriculés. Et donc, pour pouvoir voler dès maintenant, il faudra un certain âge et avait un drone immatriculé aux États-Unis. Ben voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de la question sur la question des drones, hein, mais on sentait que c'était vraiment une tendance, et tu voulais en parler, et tu as raison, parce que ça fait partie de cette rétro 2015, mais on ne pourrait pas terminer cette rétro 2015 sans parler du truc qui a fait un peu le buzz, qui n'était pas vraiment technologique et dont on a beaucoup parlé dans ce podcast malgré tout, c'est les folles aventures, on va dire, de Uber, Sébastien. Oui, et donc on n'en parle plus beaucoup, je trouve, ces derniers mois. Ça s'est un peu calmé. Il y a eu une manifestation à Paris pas plus tard qu'aujourd'hui, au jour de cet enregistrement. Si. Mais bon, on n'en parle plus. Hein. Non, c'est vrai. Ouais. Parce qu'on en a soupé pendant tout l'été de manifestations, de taximens qui tabassent des conducteurs d'Uber qui s'en foutent de la justice et qui continuent. Enfin bref, donc on a eu
pas mal d'actualités cette année sur Uber qui, pour la plupart, étaient quand même pas très positives sur le fond, hein, parce que c'était les lobbies de taxis qui ne supportaient pas la concurrence d'Uber. À tort ou à raison, on n'est pas là pour juger. Le fait est qu'au final, la plupart des pays ont donné raison aux taximens et donc la version Uber de base en Europe, en tout cas, ça marche pas très bien pour le moment en justice. Donc ça c'est sur la forme, sur le fond, je trouve que ça reste un sujet fortement d'actualité de pouvoir faire du covoiturage, de pouvoir faire des courses facilement sans forcément toujours passer par un service de taxi. Et Uber a fait plein d'autres choses en plus que de la livraison de personnes, hein. Ils font de la livraison, ils faisaient de la livraison de sapins ces derniers jours, donc ils vont vraiment dans tout, la livraison de plats, etc. Et donc là il y a vraiment quelque chose, et même dans la livraison de personnes, je pense qu'il y a quand même encore une réflexion à avoir au niveau européen, et pour voir vers quoi on veut aller, si ça doit continuer à être utilisé uniquement par des taximens et des personnes habilitées ou si d'une certaine manière on peut accepter que Monsieur Tout-le-Monde fasse une course parce qu'il passe par le même endroit que où toi tu vas aller. Donc je pense que le truc n'est pas encore totalement fini, ça a ouvert un débat, ça a écoulé beaucoup d'encre cette année, mais il y a un besoin de la population de plus de flexibilité sur le transport pour avoir moins de voitures, et au final venir à la même discussion que sur le COP21, quoi. Je vais te couper le nom, parce que là tu mets déjà un doigt en quelque sorte sur l'épisode de la semaine prochaine où on parlera des perspectives de 2016. Et Xavier d'ailleurs nous en parlera peut-être un petit peu plus longuement, mais on a bien senti la tendance que tu voulais afficher par rapport à cette année 2015. Je vois que Benoît a encore quelque chose à rajouter, mais c'est bienvenu. C'est juste pour compléter dans la liste des services, il y en a un, je ne sais pas si vous l'avez vu récent, Uber Hop, je pense qu'ils appellent ça. Ils sont en train d'ouvrir ça à Rome, dans une ville aux États-Unis dont le nom m'échappe. Et l'idée, c'est en fait d'avoir des petites navettes qui circulent, et par rapport à des transports en commun traditionnels, faire ce que je pense beaucoup de gens attendent depuis très longtemps, le fait de ne pas avoir d'horaire et de simplement pouvoir dire voilà, j'ai besoin d'une navette, et la navette qui circule donc dans la ville va venir en fonction des demandes. En fait, on va adapter de la vitesse de circulation, on va créer des arrêts là où se trouvent les gens qui ont envie de monter dedans. C'est une chouette idée, effectivement. Mais de nouveau, ça fait plus partie des perspectives à venir que de la rétro. Hein. On met déjà un petit peu loin, mais c'est. Ils ont annoncé là. Oui, mais voilà, on peut l'envisager. Effectivement, c'est une chose qui évolue. Ça a besoin de mûrir, et c'est en train, comme je disais, de bien mûrir. Benoît, que nous remercions d'avoir participé à ce numéro. C'est pas un hors-série, c'est un épisode classique. Le prochain sera également un épisode classique entre guillemets, mais où nous traiterons donc des perspectives de l'année 2016. Merci également à Sébastien, merci à Xavier, et on se retrouve donc la semaine prochaine avec la même équipe pour parler de l'année prochaine. Bonne année, bonne fête de fin d'année, à très bientôt, au revoir.